Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Reine-Margot, tome 1. Par Alexandre Dumas, Auguste Maquet. Chapitre 1. Le latin de Monsieur de Guise. Le lundi 18 août 1572, il y eut une grande fête au Louvre. Les fenêtres de l'ancienne résidence royale, habituellement si sombres, étaient bien éclairées. Les places et les rues adjacentes, d'habitude si solitaires, dès que 9 heures sonnaient à Saint-Germain-l'Auxerrois, étaient, bien qu'il fût minuit, bondées de monde. Tout ce rassemblement menaçant, précipité, bruyant ressemblait dans l'obscurité à une mer sombre et orageuse, dont chaque vague faisait une vague rugissante. Cette mer, étendue sur le quai, où elle dégorgeait par la rue des Fossés Saint-Germain et par la rue de l'Astruce, venait battre de son flux le pied des murs du Louvre et de son reflux la base de l'hôtel de Bourbon qui se trouvait en face. Il y avait, malgré la célébration royale, et peut-être même à cause de la célébration royale, quelque chose de menaçant chez ces gens, car ils ne se doutaient pas que cette solennité, à laquelle il assistait en spectateur, n'était que le prélude à un autre report à une date ultérieure. Semaine, à laquelle il serait invité, et s'amuserait de tout son cœur. La cour a célébré le mariage de Madame Marguerite de Valois, fille du roi Henri II, et sœur du roi Charles IX, avec Henri de Bourbon, roi de Navarre. En effet, le matin même, le cardinal de Bourbon avait réuni les deux époux selon le cérémonial coutumier des mariages des filles de France, sur une scène dressée à la porte de Notre-Dame. Ce mariage avait étonné tout le monde, et avait donné matière à réflexion à certains qui y voyaient plus clair que d'autres. On ne comprenait pas grand-chose au rapprochement de deux partis aussi haineux que l'était alors le parti protestant et le parti catholique. On se demandait comment le jeune prince de Condé pardonnerait au duc d'Anjou, frère du roi, la mort de son père assassiné à Jarnac par Montesquieu. On se demandait comment le jeune duc de Guise pardonnerait à l'amiral de Coligny la mort du sien, assassiné à Orléans par Poltrot du Méré. Il y a plus. Jeanne de Navarre, la courageuse épouse du faible Antoine de Bourbon, qui avait amené son fils Henri aux fiançailles royales qui l'attendaient, était décédée il y a à peine 2 mois, et d'étranges rumeurs s'étaient répandues sur cette mort subite. Partout on disait à voix basse, et parfois à voix haute, qu'elle avait découvert un terrible secret, et que Catherine de Médicis, craignant la révélation de ce secret, l'avait empoisonnée avec des gants parfumés confectionnés par un homme nommé René, un Florentin très compétent dans ce genre de matière. Cette rumeur était d'autant plus répandue et confirmée, qu'après la mort de cette grande reine, à la demande de son fils, 2 médecins, dont le célèbre Ambroise Paré, avaient été autorisés à ouvrir et étudier le corps. Mais pas le cerveau. Or, comme c'est par l'odorat que Jeanne de Navarre avait été empoisonnée, c'est le cerveau, seule partie du corps exclue de l'autopsie, qui devait fournir la trace du crime. Nous disons crime, car personne ne doutait qu'un crime ait été commis. Ce n'était pas tout. Le roi Charles surtout avait mis dans ce mariage, qui non seulement rétablissait la paix dans son royaume, mais attirait à Paris les principaux huguenots de France, une obstination qui ressemblait à de l'entêtement. Comme les deux fiancés appartenaient, l'un à la religion catholique, l'autre à la religion réformée, nous fûmes obligés de demander la dispense à Grégoire XIII, qui occupait alors le siège de Rome. La dispense était tardive, et ce retard inquiétait beaucoup la défunte reine de Navarre. Elle avait un jour fait part à Charles IX de ses craintes que cette dispense n'arrivât pas, ce à quoi le roi avait répondu. « Ne vous inquiétez pas, ma bonne tante, je vous honore plus que le pape et j'aime ma sœur plus que je ne le crains. Je ne suis pas huguenot, mais je ne suis pas stupide non plus, et si le pape se montre trop stupide, je prendrai moi-même Margot par la main, et je la conduirai à épouser votre fils au milieu du sermon. » Ces paroles s'étaient répandues du Louvre dans la ville, et tout en réjouissant beaucoup les huguenots, avaient donné matière à réflexion aux catholiques, qui se demandaient tranquillement si le roi les trahissait réellement, ou ne jouait pas quelque comédie, qui les ferait rêver. Un beau matin ou un beau soir, son dénouement inattendu. C'était surtout à l'égard de l'amiral de Coligny, qui depuis 5 ou 6 ans menait une guerre acharnée contre le roi, que la conduite de Charles IX paraissait inexplicable. Après avoir mis sa tête à prix à 150 000 écus, le roi ne jurait plus que par lui, l'appelant son père et déclarant tout haut que désormais il confierait à lui seul la conduite de la guerre, au point que Catherine de Médicis elle-même, qui jusqu'alors avait réglé les actions,
les volontés et même les désirs du jeune prince semblaient commencer à s'inquiéter réellement, et ce n'était pas sans sujet, car, en un instant d'épanchement, Charles IX avait dit à l'amiral à propos de la guerre de Flandre. « Mon père, il y a encore une chose là-dedans à laquelle il faut faire attention. C'est que la reine-mère, qui veut mettre son nez partout comme vous le savez, ne sait rien de cette entreprise. Que nous gardons cela tellement secret qu'elle ne voit rien. Parce que, aussi désordonnée que je la connais, elle nous gâcherait tout. » Or, tout sage et expérimenté qu'il fût, Coligny n'avait pas pu garder secrète une confiance aussi complète. Et bien qu'il fût arrivé à Paris avec beaucoup de méfiance, bien qu'à son départ de Châtillon une paysanne se soit jetée à ses pieds en criant « Oh ! Monsieur, notre bon maître, n'allez pas à Paris, car si vous y allez vous mourrez, vous et tous ceux qui vous accompagnent. » Ses soupçons s'étaient peu à peu éteints dans son cœur et dans celui de Téligny, son gendre, avec qui le roi se liait de son côté de grandes amitiés, l'appelant son frère comme il appelait l'amiral son père, et s'adressant à lui de manière informelle, tout comme il le faisait pour ses meilleurs amis. Les Huguenots, à part quelques esprits mécontents et méfiants, étaient donc entièrement rassurés. La mort de la reine de Navarre aurait été causée par une pleurésie, et les vastes salles du Louvre étaient remplies de tous ces braves protestants, à qui le mariage de leur jeune chef Henri promettait un retour de fortune très inattendu. L'amiral de Coligny, la Rochefoucauld, le prince de Condé fils, Téligny, enfin tous les chefs du parti, triomphèrent de voir Tout-Puissant au Louvre et si bien venir à Paris, les mêmes qui 3 mois plus tôt avaient vu le roi Charles et la reine Catherine voulaient les pendre à des potences plus hautes que celles des assassins. Il n'y avait que le maréchal de Montmorency que nous cherchions en vain parmi tous ses frères, car aucune promesse n'avait pu le séduire, aucune prétention n'avait pu le tromper, et il restait retiré dans son château de l'Isle-Adam, donnant pour excuse pour sa retraite la douleur que lui causait encore la mort de son père, le connétable Anne de Montmorency, tué d'un coup de pistolet par Robert Stuart, à la bataille de Saint-Denis. Mais comme cet événement s'était produit il y a plus de 3 ans, et que la sensibilité était une vertu assez démodée à cette époque, nous ne croyions pas à ce deuil prolongé, au-delà de ce que nous voulions croire. D'ailleurs, tout donnait tort au maréchal de Montmorency. Le roi, la reine, le duc d'Anjou et le duc d'Alençon firent à merveille les honneurs de la fête royale. Le duc d'Anjou reçut des Huguenots eux-mêmes des compliments bien mérités sur les 2 batailles de Jarnac et de Moncontour, qu'il avait gagnées avant d'avoir 18 ans, avant qu'il ne s'agisse de César et d'Alexandre, auxquels il était comparé, donnant bien sûr, infériorité par rapport aux conquérants d'Issus et de Pharsale. Le duc d'Alençon regardait tout cela de son œil caressant et faux. La reine Catherine rayonnait de joie, et pleine de bienveillance, complimentait le prince Henri de Condé pour son récent mariage avec Marie de Clèves. Enfin et même de Guise eux-mêmes souriaient des redoutables ennemis de leur maison, et le duc de Mayenne discutait avec monsieur de Tavannes et l'amiral de la prochaine guerre, qu'il était plus que jamais question de déclarer à Philippe II. Au milieu de ces groupes allaient et venaient, la tête légèrement inclinée et les oreilles ouvertes à toutes les remarques, un jeune homme de 19 ans, aux yeux fins, aux cheveux noirs coupés très courts, aux sourcils épais, au nez recourbé en bec d'aigle, au un sourire narquois, une moustache et une barbe qui poussent. Ce jeune homme, qui ne s'était fait remarquer qu'à la bataille d'Arnel-Duc où il s'était bravement payé, et qui recevait compliment sur compliment, était l'élève bien-aimé de Coligny, et le héros du jour. 3 mois auparavant, c'est-à-dire à l'époque où sa mère était encore en vie, on l'appelait le prince de Béarn. On l'appelait désormais roi de Navarre, en attendant qu'on l'appelle Henri IV. De temps en temps, un nuage sombre et rapide passait sur son front. Il se souvenait sans doute que sa mère était morte depuis à peine 2 mois, et il doutait surtout qu'elle soit morte empoisonnée. Mais le nuage était éphémère et disparaissait comme une ombre flottante, car ceux qui lui parlaient, ceux qui le félicitaient, ceux qui lui coudoyaient, étaient ceux-là même qui avaient assassiné la courageuse Jeanne d'Albret. À quelques pas du roi de Navarre, presque aussi pensif, presque aussi soucieux que le premier affectait d'être joyeux et ouvert, le jeune duc de Guise causait avec Téligny. Plus heureux que le Béarnais, à 22 ans sa renommée avait presque atteint celle de son père, le grand François de Guise. C'était un seigneur élégant, de haute stature, au regard fier, et doté de cette majesté naturelle qui faisait dire quand il passait, que les autres princes semblaient être des gens à côté de lui. Tout jeune qu'il fût, les catholiques voyaient en lui le chef de leur parti,
comme les Huguenots voyaient le leur dans ce jeune Henri de Navarre dont nous venons de tracer le portrait. Il avait d'abord porté le titre de prince de Joinville, et avait fait sa première apparition au siège d'Orléans sous son père, mort dans ses bras, désignant l'amiral Coligny comme son assassin. Alors le jeune duc, comme Hannibal, avait fait un serment solennel. C'était de venger la mort de son père sur l'amiral et sa famille, et de poursuivre sans trêve ni répit ceux de sa religion, ayant promis à Dieu d'être son exterminateur. Ange sur terre, jusqu'au jour où le dernier hérétique serait exterminé. Ce n'est donc pas sans un profond étonnement que l'on vit ce prince, d'habitude si fidèle à sa parole, tendre la main à ceux qu'il avait juré de considérer comme ses éternels ennemis, et causer familièrement avec le gendre de celui qui avait promis la mort à son mourant père. Mais comme nous l'avons dit, cette soirée fut une soirée d'étonnement. En effet, avec cette connaissance de l'avenir qui manque heureusement aux hommes, avec cette capacité de lire dans les cœurs qui n'appartient malheureusement qu'à Dieu, l'observateur privilégié à qui il aurait été donné d'assister à cette célébration, aurait certainement joui du plus curieux spectacle qui soit. Les annales de la triste comédie humaine le fournissent. Mais cet observateur qui manquait dans les galeries intérieures du Louvre, continuait dans la rue à regarder de ses yeux flamboyants et à grogner de sa voix menaçante. Cet observateur, c'était le peuple, qui, avec son instinct merveilleusement aiguisé par la haine, suivait les ombres de ses ennemis implacables, et traduisait leurs impressions, aussi clairement que peuvent le faire les curieux devant les fenêtres d'une salle de bal hermétiquement fermée. La musique enivre et régule le danseur, tandis que le curieux voit seul le mouvement et se moque de cette marionnette qui bouge sans raison, car le curieux n'entend pas la musique. La musique qui enivrait les Huguenots était la voix de leur orgueil. Ces lumières qui traversaient les yeux des Parisiens en pleine nuit étaient les éclairs de leur haine qui illuminaient l'avenir. Et pourtant tout continuait à être gai à l'intérieur, et même un murmure plus doux et plus flatteur que jamais courait à ce moment-là dans tout le Louvre. C'était que la jeune mariée, après être allée poser sa toilette d'apparat, son habit traînant et sa longue voile, venait d'entrer dans la salle de bal, accompagnée de la belle duchesse de Nevers, sa meilleure amie, et conduite par son frère Charles IX, qui la présenta au principal de ses invités. Cette fiancée était la fille de Henri II, elle était la perle de la couronne de France, elle était Marguerite de Valois, que, dans sa tendresse familière pour elle, le roi Charles IX n'appelait jamais autre chose que ma sœur Margot. Certes, jamais accueil, si flatteur soit-il, n'avait été mieux mérité que celui qui était réservé en ce moment à la nouvelle reine de Navarre. Marguerite avait alors à peine 20 ans, et elle était déjà l'objet des éloges de tous les poètes, qui la comparaient, les uns à l'Aurore, les autres à Cythérée. C'était bien la beauté sans égale de cette cour où Catherine de Médicis avait réuni, pour faire de ces sirènes, les plus belles femmes qu'elle pouvait trouver. Elle avait des cheveux noirs, un teint brillant, des yeux voluptueux voilés de longs cils, une bouche vermeille et délicate, un cou élégant, une taille riche et souple et perdue dans une mule de satin, un pied d'enfant. Les Français qui la possédaient étaient fiers de voir fleurir sur leur sol une si magnifique fleur, et les étrangers qui passaient par la France revenaient éblouis par sa beauté s'ils l'avaient vue, stupéfaits par sa science. Ils avaient parlé avec elle. C'est que Marguerite était non seulement la plus belle, mais aussi la plus instruite des femmes de son temps, et on citait les paroles d'un savant italien qui lui avait été présenté, et qui, après avoir causé avec elle une heure italien, espagnol, latin et grec, l'avait laissé en disant dans son enthousiasme « Voir la cour sans voir Marguerite de Valois, c'est ne voir ni la France ni la cour. » Aussi, les harangues du roi Charles IX et de la reine de Navarre ne manquaient pas. On sait combien les Huguenots étaient haranguants. Bien des allusions au passé, bien des demandes sur l'avenir furent adroitement glissées au roi au milieu de ces harangues. Mais à toutes ces allusions il répondait avec ses lèvres pâles et son sourire rusé. En donnant ma sœur Margot à Henri de Navarre, je donne mon cœur à tous les protestants du royaume. Un mot qui rassurait les uns et faisait sourire les autres, car il avait en réalité deux sens. L'un paternel, et avec lequel Charles IX en bonne conscience ne voulait pas surcharger sa pensée. L'autre insultante envers la mariée, envers son mari, et envers celui-là même qui l'a dit, car il rappelait quelques scandales secrets dont la chronique judiciaire avait déjà trouvé le moyen de salir la robe de mariée de Marguerite de Valois. Cependant M. de Guise causait, comme nous l'avons dit, avec Téligny,
mais il ne prêtait pas à la conversation une attention si soutenue, qu'il ne se détourna pas parfois pour jeter un coup d'œil sur le groupe de dames, au milieu duquel brillait la reine de Navarre. Si le regard de la princesse rencontrait alors celui du jeune duc, un nuage semblait obscurcir ce front charmant autour duquel des étoiles de diamant formaient une auréole tremblante, et quelques vagues dessins apparaissaient dans son attitude impatiente et agitée. La princesse Claude, sœur aînée de Marguerite, qui avait déjà épousé le duc de Lorraine il y a plusieurs années, avait remarqué ce souci, et elle s'approcha d'elle pour lui en demander la cause, lorsque tout le monde s'écarta devant la reine-mère, qui s'avançait en s'appuyant sur le bras du jeune prince de Condé. La princesse se trouva repoussée de sa sœur. Il y a alors un mouvement général, dont le duc de Guise profite pour se rapprocher de Madame de Nevers, sa belle-sœur, et par conséquent de Marguerite. Madame de Lorraine, qui n'avait pas quitté la jeune reine des yeux, vit alors, au lieu du nuage qu'elle avait remarqué sur son front, une flamme ardente passer sur ses joues. Cependant le duc continuait de s'approcher, et alors qu'il n'était plus qu'à 2 pas de Marguerite, celle-ci, qui semblait plutôt le sentir que le voir, se retourna en faisant un violent effort pour lui rendre le calme et la sérénité. Négligence, alors le duc la salua respectueusement, et tout en s'inclinant devant elle, murmura à voix basse. Ipsatuli. Qui signifiait je l'ai apporté, ou je l'ai apporté moi-même. Marguerite rendit sa révérence au jeune duc, et se levant, laissa tomber cette réponse. Tirez bas noctu pro plus. Tirez bas ce qui voulait dire, ce soir comme d'habitude. Ces paroles douces, absorbées par l'énorme col goudronné de la princesse comme par le remontage d'un mégaphone, n'étaient entendues que par celui à qui elle s'adressait, mais si court que fût le dialogue, il comprenait sans doute tout ce que les 2 jeunes gens avaient à se dire, car après cet échange de 2 mots pour 3, ils se séparèrent, Marguerite au visage plus rêveur, et le duc au front plus rêveur. Radieux qu'avant leur rencontre. Cette petite scène s'était déroulée sans que l'homme le plus intéressé à s'en apercevoir ait semblé y prêter la moindre attention, car de son côté, le roi de Navarre n'avait Dieu que pour une seule personne qui se rassemblait autour de sa cour presque aussi nombreuse que Marguerite de Valois. Cette personne était la belle Madame de Sauve. Charlotte de Beaune-Semblançay, petite-fille du malheureux Semblançay et épouse de Simon de Fise, baron de Sauve, était une des dames de compagnie de Catherine de Médicis, et une des plus redoutables auxiliaires de cette reine, qui payait à ses ennemis le philtre d'amour. Quand elle n'osait pas leur verser le poison florentin, petite, blonde, tour à tour pétillante de vivacité ou alanguie de mélancolie, toujours prête à l'amour et à l'intrigue, les 2 grandes affaires qui depuis 50 ans, occupaient la cour des 3 rois qui s'étaient succédé. Femme dans tout le sens du mot et dans tout le charme de la chose, depuis les yeux bleus alanguis ou brillants de flammes jusqu'aux petits pieds malicieux cambrés dans leur mule de velours, Madame de Sauve avait depuis quelque temps, des mois déjà, saisi de toutes les facultés du roi de Navarre, qui débutait alors dans la carrière romantique comme dans la carrière politique, à tel point que Marguerite de Navarre, beauté magnifique et royale, ne trouvait même plus d'admiration au fond du cœur de son mari. Et chose étrange qui étonnait tout le monde, même de cette âme pleine de ténèbres et de mystères, c'est que Catherine de Médicis, tout en poursuivant son projet d'union entre sa fille et le roi de Navarre, n'avait cessé d'encourager presque ouvertement ses amours avec Madame de Sauve. Mais malgré cette aide puissante et malgré les mœurs faciles de l'époque, la belle Charlotte avait résisté jusque-là. Et de cette résistance inconnue, incroyable, inouïe, plus encore que de la beauté et de l'esprit de celui qui résistait, est née au cœur du Béarnais une passion qui, incapable de se satisfaire, s'était repliée sur elle-même et avait dévoré en le cœur du jeune roi était la timidité, l'orgueil, et même cette insouciance, mi-philosophique, mi-paresseuse, qui était à la base de son caractère. Madame de Sauve n'était entrée dans la salle de bal que quelques minutes. Soit par dépit, soit par douleur, elle avait d'abord résolu de ne pas assister au triomphe de sa rivale, et sous prétexte d'indisposition, elle avait laissé son mari, secrétaire d'État pendant 5 ans, venir seul au Louvre. Mais en voyant le baron de Sauve sans sa femme, Catherine de Médicis s'enquit des causes qui retenaient à l'écart sa bien-aimée Charlotte, et apprenant qu'il ne s'agissait que d'une légère indisposition, elle lui avait écrit quelques mots d'appel, auxquels la jeune femme s'était empressée d'obéir. Henri, quoique attristé d'abord de son absence, avait néanmoins respiré plus librement en voyant entrer seul Monsieur de Sauve. Mais au moment où, ne s'attendant nullement à cette apparition,
il allait, en soupirant, s'approcher de l'aimable créature qu'il était condamné, sinon à aimer, du moins à traiter en épouse, qu'il avait vue à la fin de la galerie Madame de Sauve apparaît. Puis il resta cloué à sa place, les yeux fixés sur cette Circé qui l'enchaînait à elle comme un lien magique, et au lieu de continuer sa marche vers sa femme, avec un mouvement d'hésitation qui tenait bien plus à l'étonnement et à l'émotion. Effrayé, il s'avança vers Madame de Sauve. De leur côté, les courtisans, voyant que le roi de Navarre, dont on savait déjà le cœur enflammé, se rapprochait de la belle Charlotte, n'eurent pas le courage de s'opposer à leur rencontre. Ils s'éloignèrent avec complaisance, de sorte qu'au même moment où Marguerite de Valois et Monsieur de Guise échangeaient les quelques mots latins que nous avons rapportés, Henri, arrivant près de Madame de Sauve, se mit à lui parler dans un français très intelligible, quoique saupoudré d'un accent gascon, une conversation beaucoup moins mystérieuse. « Ah! Mon cher, lui dit-il, tu es donc revenu à l'époque où on m'avait dit que tu étais malade, et où j'avais perdu l'espoir de te voir ? Votre Majesté, répondit Madame de Sauve, feriez-vous semblant de me faire croire que cet espoir vous avait coûté beaucoup à perdre ? Bon sang! Je le crois, répondit le Béarnais. Ne sais-tu pas que tu es mon soleil le jour et mon étoile la nuit ? En vérité, je pensais que j'étais dans l'obscurité la plus profonde, lorsque tu es apparu il y a quelque temps, et que tu as soudainement tout illuminé. C'est donc un mauvais tour que je vous joue, monseigneur. Qu'est-ce que tu veux dire, ma chère ? Demanda Henri. Je veux dire que quand on est maître de la plus belle femme de France, la seule chose qu'on doit souhaiter, c'est que la lumière disparaisse pour laisser la place aux ténèbres, car c'est dans les ténèbres que nous attend le bonheur. Ce bonheur, mauvais, tu sais bien qu'il est entre les mains d'une seule personne, et que cette personne rit et joue avec le pauvre Henri. Oh ! Répondit la baronne. Au contraire, j'aurais cru que c'était cette personne qui était le jouet et la risée du roi de Navarre. Henri était effrayé par cette attitude hostile, et pourtant il pensait qu'elle trahissait la méchanceté, et que la méchanceté n'est que le masque de l'amour. En vérité, dit-il, chère Charlotte, vous me faites des reproches injustes, et je ne comprends pas comment une si jolie bouche peut être en même temps si cruelle. Alors tu crois que c'est moi qui vais me marier ? Et non, sacré ventre gris. Ce n'est pas moi. C'est moi peut-être, répondit amèrement la baronne, si jamais la voix de la femme qui nous aime et qui nous reproche de ne pas l'aimer peut paraître aigre. Avec vos beaux yeux, n'avez-vous pas vu plus loin, baronne ? Non, non, ce n'est pas Henri de Navarre qui épouse Marguerite de Valois. Et qui est-ce alors ? Et putain de Dieu ! C'est la religion réformée qui épouse le pape, c'est tout. Nenni, monseigneur, et moi ne nous laisserons pas prendre à vos jeux d'esprit. Votre Majesté aime Madame Marguerite, et je ne vous le reproche pas, à Dieu ne plaise. Elle est assez belle pour être aimée. Henri réfléchit un instant, et tandis qu'il réfléchissait, un gentil sourire dessina le coin de ses lèvres. Baronne, dit-il, vous me cherchez querelle, il me semble, et pourtant vous n'en avez pas le droit. Qu'as-tu fait, voyons, pour m'empêcher d'épouser Madame Marguerite ? Rien, au contraire, tu m'as toujours désespéré. Eh bien, je l'ai compris, monseigneur, répondit Madame de Sauve. Que veux-tu dire ? Sans aucun doute, puisqu'aujourd'hui vous en épousez une autre. Ah ! Je l'épouse parce que tu ne m'aimes pas. Si je vous avais aimé, sire, je devrais mourir dans 1 heure. Dans 1 heure. Que veux-tu dire, et de quelle mort serais-tu mort ? Par jalousie, car dans 1 heure la reine de Navarre renverra ses femmes, et votre Majesté ses messieurs. Est-ce vraiment cette pensée qui vous préoccupe, ma chère ? Je ne dis pas ça. Je dis que si je t'aimais, elle m'inquiéterait horriblement. Eh bien, s'écria Henri au comble de la joie en entendant cette confession, la première qu'il avait reçue, et si le roi de Navarre ne renvoyait pas ces gentilshommes ce soir ? Sire, dit Madame de Sauve en regardant le roi avec un étonnement qui cette fois n'était pas feint, vous dites des choses impossibles et surtout incroyables. Pour que vous le croyiez, que devons-nous faire ? Il faudrait que vous m'en fournissiez la preuve, et vous ne pouvez pas me la donner. Oui, baronne, oui. Par Saint-Henri. Je vous le donnerai, au contraire, s'écria le roi en dévorant la jeune femme d'un regard enflammé d'amour. Ô votre Majesté, murmura la belle Charlotte en baissant la voix et les yeux. Je ne comprends pas.
Non, non. Vous ne pouvez en aucun cas échapper au bonheur qui vous attend. Il y a 4 Henri dans cette pièce, mon chéri, répondit le roi. Henri de France, Henri de Condé, Henri de Guise, mais il n'y a qu'un Henri de Navarre. Bien? Eh bien, si vous avez 7 Henri de Navarre près de chez vous toute la nuit. Toute la nuit? Oui, serez-vous sûr qu'il ne sera près de personne d'autre? Ah, si vous faites cela, sire, s'écria à son tour la dame de Sauve. La foi en gentleman, je le ferai. Madame de Sauve leva ses grands yeux humides de promesses voluptueuses et sourit au roi, dont le cœur était rempli d'une joie enivrante. Voyons, répondit Henri, dans ce cas, que diriez-vous? Oh! Dans ce cas, répondit Charlotte, dans ce cas je dirais que je suis vraiment aimée de votre majesté. Ventre saint gris. Alors vous le direz, parce que c'est le cas, baronne. Mais comment le faire? Murmura Madame de Sauve. Oh! Pardieu! Baronne, il est certain que vous n'avez pas autour de vous quelques femmes de chambre, quelques servantes, quelques filles dont vous soyez sûre. Oh! J'ai Dariole, qui m'est tellement dévouée qu'elle serait découpée en morceaux pour moi. Un vrai trésor. Bon sang! Baronne, dites à cette fille que je ferai fortune quand je serai roi de France, comme le prédisent les astrologues. Charlotte sourit, car dès lors la réputation gasconne du Béarnais était déjà établie à la place de ses promesses. Eh bien, dit-elle, que veux-tu de Dariole? Très peu pour elle, tout pour moi. Enfin. Votre appartement est-il au-dessus du mien? Oui. Laissez-la attendre derrière la porte. Je frapperai doucement 3 fois, elle s'ouvrira, et vous aurez la preuve que je vous ai offerte. Madame de Sauve resta silencieuse quelques secondes. Puis, comme si elle avait regardé autour d'elle pour ne pas être entendue, elle fixa un instant son regard sur le groupe où se tenait la reine-mère. Mais si court que fût ce moment, il suffisait à Catherine et à sa dame d'honneur d'échanger un regard. « Oh! Si je voulais, » dit Madame de Sauve avec un accent de sirène qui aurait fait fondre la cire aux oreilles d'Ulysse, « si je voulais prendre votre majesté dans un mensonge. » Essayez, ma chère, essayez. Ah, ma foi! J'avoue que je combats cette envie. Laissez-vous vaincre, les femmes ne sont jamais aussi fortes qu'après leur défaite. Sire, je tiens votre promesse pour Dariole le jour où vous deviendrez roi de France. Henri s'écria de joie. C'est au moment où ce cri s'échappait de la bouche du Béarnais, que la reine de Navarre répondit au duc de Guise. Noctu pro mort ce soir comme d'habitude. Alors Henri s'éloigna de Madame de Sauve, aussi heureux que le duc de Guise l'était de s'éloigner de Marguerite de Valois lui-même. 1 heure après cette double scène que nous venons de raconter, le roi Charles et la reine-mère se retirèrent dans leurs appartements. Presque aussitôt les salles commencèrent à se dépeupler, les galeries révélèrent les bases de leurs colonnes de marbre. L'amiral et le prince de Condé furent reconduits par 400 gentilshommes huguenots, au milieu de la foule qui rugissait à leur passage. Puis Henri de Guise, avec les seigneurs de Lorraine et les catholiques, sortent à leur tour, escortés par les cris de joie et les applaudissements du peuple. Quant à Marguerite de Valois, Henri de Navarre et Madame de Sauve, on sait qu'ils vivaient au Louvre même. Fin du chapitre. Chapitre 2, la chambre de la reine de Navarre. Le duc de Guise reconduisit sa belle-sœur, la duchesse de Nevers, à son hôtel situé rue du Chaume, en face de la rue de Brac, et après l'avoir remise à ses épouses, se rendit à son appartement pour se changer. Costume, prenez un habit de nuit, et armez-vous d'un de ces poignards courts et pointus qu'on appelait fouet de gentilhomme, et qu'on portait sans l'épée. Mais comme il le retirait de la table où il était posé, il aperçut un petit billet coincé entre la lame et le fourreau. Il l'ouvrit et lut ce qui suit. J'espère bien que Monsieur de Guise ne reviendra pas cette nuit au Louvre, ou s'il y revient, qu'il prendra au moins la précaution de s'armer d'une bonne cotte de mailles et d'une bonne paire d'épées. Ah! Dit le duc en se tournant vers son valet de chambre, voici un singulier avertissement, maître Robin. Maintenant, faites-moi le plaisir de me dire qui sont les personnes qui sont entrées ici pendant mon absence. Un seul, monseigneur. Lequel? Monsieur Dugast. Ah! En fait, il me semblait bien reconnaître l'écriture. Et tu es sûr que Gast est venu, tu l'as vu? J'ai fait plus, monseigneur, je lui ai parlé. Bien,
Alors je suivrai les conseils. Ma veste et mon épée. Le valet de chambre, habitué à ces changements de costume, les apporta tous deux. Le duc enfila alors. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.